Donc bonsoir, on est vraiment ravis de voir cette salle comble et votre présence effectivement nous réjouit compte tenu du thème qui va être abordé et de la présence des intervenants qui sont derrière moi. Je vais être très brève, je me présente, Laurence Garçon, je travaille pour le Musée d'Histoire de Marseille et je suis responsable du mémorial des déportations. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que cette conférence a lieu, en collaboration, effectivement. Alors, elle s'inscrit aussi dans le cadre de la programmation culturelle qui a eu lieu dans le cadre des 80 ans de la libération de la Provence, de Marseille. Mais elle va au-delà, effectivement, elle touche un sujet qui est beaucoup plus, on va dire, en lien avec la question de l'idéologie qui était à l'œuvre en Allemagne, et pas que en Allemagne, parce qu'effectivement, quand on parle de LTI, c'est le travail et l'œuvre d'une personne qui est Victor Klemperer, mais au demeurant, elle s'inscrit dans un parcours long qui prend son ancrage, qui s'appuie sur un terreau qui était préexistant, on va dire, en Europe et dans le monde. Et du coup, effectivement, je rebondis, je laisserai la parole ensuite à Stéphanie Kremer du Goethe-Institut, avec laquelle je collabore régulièrement avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, en tout cas sur des thèmes extrêmement pointus, où elle a la possibilité de pouvoir se lier à des professionnels, des experts très, très pointus sur des domaines très variés. Et j'en profite puisqu'effectivement, le sujet qui va être traité là ce soir est en lien avec une exposition que vous avez peut-être visitée ou que je vous donne l'occasion aussi, l'opportunité d'aller visiter, puisqu'elle s'inscrit elle aussi sur un temps long au mémorial des déportations qui s'appelle Marseille 1900-1943, la mauvaise réputation. Et qui vient éclairer de quelle manière cette ville a été l'objet d'une action punitive particulièrement, on va dire, féroce et déterminée de la part des Allemands, puisque l'ordre est venu d'Hitler lui-même de détruire cette ville en janvier 1943. Et là, la question qu'on s'est posée et qu'on a voulu poser à des historiens qui sont commissaires de cette exposition en la personne de Céline Régnard et Édouard Missafif, c'est de dire pourquoi cette ville, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de discours et de propos qui ont dépassé le cadre local et régional et qui ont rejoint le cadre national, mais le cadre international, sur une vision extrêmement stigmatisante de cette ville, depuis, on va dire, le 19e siècle jusqu'à les années terribles que sont les années 20 et les années 30. Voilà, donc je vais très rapidement céder la parole à Stéphanie, qui va présenter les intervenants qui sont derrière moi, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci et bonsoir. Donc, moi, je représente ce soir le Goethe-Institut de Marseille. Je suis très heureuse aussi de voir la salle aussi remplie et je vais très rapidement passer la parole à nos expertes et à nos invités. Mais moi aussi, j'ai quelques mots de remerciement à prononcer. Et je commence logiquement tout d'abord à remercier Laurence Garçon, l'équipe du mémorial et du musée qui sont, comme tu l'as déjà dit, des partenaires fidèles et c'est chaque fois très agréable de travailler avec vous. Merci aussi de nous accorder cet espace, qu'on a le droit d'être là et merci à l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Voilà, on s'attendait peut-être pas forcément de voir la salle aussi remplie, mais c'est un beau signe. Peut-être certaines et certains parmi vous connaissent Victor Klemperer et d'autres sans doute pas du tout. Et c'était aussi un peu l'objectif, pourquoi on avait envie de proposer cette manifestation, parce qu'il nous paraît important que vous le connaissiez et que vous avez l'occasion de découvrir son travail. Il est sans doute trop peu connu en France, mais peut-être même pas assez connu en Allemagne, même s'il a vécu et travaillé là-bas. Et ses recherches et ses textes, on va les découvrir ensemble, sont d'une actualité brûlante. Donc on va en apprendre plus en écoutant la parole notamment de Frédéric Joly, que je remercie vivement d'avoir accepté l'invitation. Il est chercheur, traducteur, et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un que j'ai dans ma main. Et ce n'est pas la dernière version, d'ailleurs. Donc La langue confisquée, paru aux éditions Premier Parallèle. Je recommande évidemment la lecture. Il y a une nouvelle édition qui est parue tout récemment et qui permet vraiment de plonger dans les textes, dans l'écriture et aussi dans la vie de Victor Klemperer. Donc je remercie aussi Nicole Collin qui va assurer la modération et qui représente aujourd'hui
l'université Aix-Marseille où elle enseigne dans le département des études germaniques. Donc il y aura un dialogue entre les deux. Il y aura aussi une ouverture vers le public. Donc notez bien vos questions. L'échange avec vous est important pour la manifestation. Et je remercie aussi une troisième personne présente sur la scène, donc Cantor Bourdeau, qui va prêter sa voix avec Doc Lempara même en lisant des extraits des textes. Donc merci beaucoup, merci d'être là. Donc je nous souhaite une excellente manifestation et je passe la parole à Nicole. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices pour cette invitation et je suis extrêmement heureuse de vous accueillir ce soir, si nombreux, pour une rencontre qui s'annonce riche en échanges, je l'espère, et découvertes. Nous sommes réunis pour explorer un sujet fascinant et essentiel, la langue comme vecteur de pensée, d'émotion, mais aussi, hélas, comme outil de manipulation. À travers le regard éclairé de Victor Klemperer et l'analyse contemporaine de Frédéric Joly dans son ouvrage « La langue confisquée », nous plongeons dans une exploration du pouvoir du langage, de son emprise subtile mais profonde et des défis que les politiques de langue continuent de poser à notre époque. Victor Klemperer, philologue allemand d'origine juive, a analysé au péril de sa vie la manière dont le langage a été instrumentalisé par le régime nazi. Pour lui, le langage ne se limite pas à nous donner la possibilité d'exprimer ou de penser. Il est lui-même actif en forme et forme nos émotions. Il régit notre condition morale. Mais que devient une langue lorsque ces mots sont contaminés par une idéologie toxique? Après la Seconde Guerre mondiale, l'allemand était doublement discrédité, rejeté à l'international et marqué par le nazisme. 12 ans de propagande orchestrée par le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, ont uniformisé pensée et expression à la fois à travers médias, éducation et vie publique. Klemperer, privé de son poste de professeur à l'université de Dresden en 1935 et soumis à des travaux forcés, a survécu grâce au courage de sa femme Eva, non juive. Malgré ces persécutions, il a tenu un journal clandestin documentant jour après jour les manipulations que les nazis faisaient subir à la langue allemande. Dans son livre LTI, Lingua Tertii Imperii, publié en 1947, Klemperer analyse cette langue du Troisième Reich. Loin d'inviter des mots nouveaux, la LTI a transformé le sens des termes existants, appauvri la langue par la répétition et supprimé la distinction entre écrit et oral. C'était une langue conçue pour galvaniser les masses, uniformiser les pensées et éclipser la raison au profit du fanatisme. Ces analyses, bien qu'ancrées dans le contexte du nazisme, résonnent encore aujourd'hui. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux où les discours populistes prospèrent, les manipulations linguistiques et le rejet de la pensée critique prennent de nouvelles formes. C'est dans ce contexte que Frédéric Joly nous invite à découvrir et à redécouvrir Victor Klemperer. Avant de lui céder la parole, permettez-moi de vous présenter M. Joly et de vous donner encore quelques indications, quelques précisions sur le déroulement de cette soirée. Cher Frédéric Joly, vous êtes à la fois essayiste et traducteur littéraire et un grand connaisseur de la langue et culture allemande. Votre intérêt
comme traducteur porte non seulement sur des figures marquantes de la première moitié du XXe siècle, telles que Walter Benjamin et Georg Simmel, mais également sur les penseurs contemporains comme Jürgen Habermas et Eva Illouz. En 2015, vous avez publié une biographie de Robert Musil, intitulée Robert Musil, Tout réinventé, paru aux éditions du Seuil. Et en 1919, 2017, excusez-moi. C'est l'emmerde. Donc, et en 2019, vous avez fait paraître La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui, un ouvrage pour lequel vous avez reçu le prestigieux prix Paris-Liège en 2020. Quant au déroulement de la soirée, vous allez commencer, cher Monsieur Joly, par nous présenter Victor Klemperer et sa démarche intellectuelle durant la période cruciale de 1933 à 1945. Et vous allez poursuivre en exploitant son œuvre majeure, LTI, Lingua Tertii Imperii, avant d'élargir votre réflexion à la pertinence actuelle de ces analyses. Entre ces différentes parties, nous aurons le plaisir d'écouter plusieurs extraits du journal de Victor Klemperer ainsi que du LTI, lu par Cantor Bourdeau. Enfin, la discussion sera ouverte au public à la fin, offrant à vous l'opportunité de poser des questions et de partager vos commentaires. Alors, pour ouvrir maintenant nos échanges, cher Monsieur Joly, je souhaiterais vous poser une première question. D'où vient l'idée de publier un livre sur Victor Klemperer en 2019? Comment avez-vous découvert le LTI et pourquoi cet ouvrage a-t-il particulièrement retenu votre attention? Bonsoir. J'ai découvert les journaux de Klemperer au début des années 2000, au moment de leur parution, de la traduction française au Seuil. Et bon, ça a été un choc. Et j'ai découvert Klemperer par les journaux, pas par les LTI. J'ai lu LTI après les journaux. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qu'il faut faire dans l'idéal, au fond. Et je me suis replongé dans les journaux. Ils ont été assez tardivement traduits en français, il faut le dire. Oui, assez tardivement. Ouais. Donc dans les années 80... Ils paraissent au tout début des années 2000, oui. En 2000, oui. 2000-2001. Et je m'y suis replongé en 2016, après mon travail sur Robert Musil. Et je dois dire que la lecture des journaux de Robert Musil avait joué autant d'importance dans ma décision de consacrer un livre à Musil que L'homme sans qualité. Parce que je suis un grand lecteur de journaux et de correspondances d'écrivains. Et bon, voilà. Il est d'ailleurs très possible que ce soit la lecture des journaux de Musil qui m'ait donné envie de revenir vers ceux de Klemperer. Et donc, voilà, 2016 à peu près. Et là encore, un très grand choc. J'ai très, très impressionné. Très logiquement, ça m'a amené à reprendre LTI. Et c'était un moment où c'était la crise, d'ailleurs, on était 2017-2018, la crise des Gilets jaunes. Il y avait une sorte de grande tension politique, une grande violence. Et voilà, ça a concouru à me... Voilà, tout ça m'a fait replonger dans Klemperer.
Et la personnalité de Klemperer m'a fasciné aussi, parce que Klemperer, c'est pas du tout un écrivain comme pouvait l'être Stefan Zweig ou Benjamin. C'est un chercheur, un érudit, un universitaire. C'est quelqu'un qui, par exemple, n'intervenait pas dans la vie publique de son pays dans les années 20. C'est quelqu'un de très discret, qui n'avait pas de relation particulière avec les avant-gardes artistiques ou littéraires, qui ne fréquentait pas d'écrivains. C'est quelqu'un qui menait une vie très discrète à Dresde avec son épouse, et c'est aussi un grand spécialiste de la culture française. C'est un spécialiste des Lumières, de Voltaire, de Rousseau, un spécialiste de Montesquieu aussi, puisqu'il a consacré une thèse très importante à Montesquieu, et plus généralement un grand lecteur, un grand connaisseur, un grand amoureux de la culture française. Mais il n'était pas souvent en France, il n'y avait pas des relations directes avec la France. Est-ce qu'il était un médiateur entre la France et l'Allemagne, d'après vous? Non. C'est quelqu'un qui a passé plusieurs années à Bordeaux, assez jeune, précisément au moment où il travaillait sur Montesquieu et sur Montaigne aussi, puisqu'il a beaucoup travaillé sur Montaigne. Mais une fois qu'il est retourné en Allemagne, il n'a pas joué un rôle particulier de passeur. En fait, c'est quelqu'un qui n'était pas, comme je viens de le dire, qui n'était pas spécialement impliqué dans la vie intellectuelle de son temps. Plutôt quelqu'un de solitaire. Et ça m'intéressait aussi, parce qu'il y a un côté un peu grisâtre chez Klemperer. Donc il n'y avait pas d'implication, par exemple, dans les années 20. Il y a Robert Curtius, par exemple, aussi, des gens C'était quand même une période où il y avait un certain espoir aussi que cette relation franco-allemande pouvait s'améliorer après oui, mais c'est pas du tout le... Klemperer ne s'implique pas du tout là-dedans. Et je dirais même d'ailleurs au lendemain de la Première Guerre mondiale, il a une sensibilité assez nationaliste. Il est parfois même assez chauvin. Donc, il n'avait pas l'idée de contribuer au rapprochement franco-allemand lui était assez étrangère. Et en ce qui concerne la démocratie, c'est-à-dire le changement vers la République. Alors ça, par contre, effectivement, il a oui, bien sûr. Parce qu'on le sait, c'était pas pour tous les intellectuels allemands évident, comme tout à fait. Par exemple Thomas Mann, qui a pris quand même un certain temps. Oui, tout à fait, absolument. Mais lui était très fermement républicain et démocrate. Je dirais que pour définir sa sensibilité politique, c'est quelqu'un qui n'était ni réactionnaire ni progressiste, c'était un sceptique, un agnostique aussi. Il a né et grandi dans une famille très religieuse. C'est un fils de rabbin. Et la question du rapport à la religion est, je crois, très importante. Puisqu'il a un itinéraire assez tortueux. Très jeune, à l'âge de 13 ans, il va se convertir au protestantisme, sous la pression de ses frères aînés, qui sont décidés à mener des carrières de médecins et d'avocats. Et comme on le sait, à l'époque en Allemagne, pour intégrer l'université et mener une carrière libérale de professionnels libéraux. Par le père ? Oui, tout à fait. Il fallait se convertir au protestantisme. Et donc ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait d'autant plus facilement qu'un bon lecteur de Voltaire et des Lumières françaises, il n'avait pas un rapport à la religion très fort, et c'est peu de le dire. Il avait un rapport à la religion très distendu, au minimum. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que
au moment de se marier avec une protestante, il se déclare israélite à l'état civil, ce qui est assez étrange au regard de sa sensibilité personnelle. Sauf que 6 ans plus tard, au moment d'intégrer l'université, parce qu'il a finalement décidé de mener une carrière universitaire, il se reconvertit au protestantisme. Sans aucun doute, parce que pour mener une carrière universitaire, il lui fallait se reconvertir, mais certainement aussi parce que son agnosticisme l'avait emporté. Il se sentait assez à l'aise avec l'idée d'un protestantisme, je dirais, libre, un christianisme totalement dédogmatisé. Voilà, c'était quelque chose qui... Et vous pensez que c'était aussi lié au fait qu'il était à Dresde, qu'il était peut-être pas si proche de la France, par exemple, comme d'autres... Je crois pas que ça ait... Non, je crois que ça n'a pas joué. Je ne pense pas que ça ait joué. Mais cette question est très importante parce que... on le verra un peu plus tard quand on évoquera le milieu des années 40, ça aura des conséquences très importantes. Une autre chose très importante, c'est que ce mariage mixte avec une protestante, on va le voir, va lui permettre de survivre, va lui permettre de traverser les années de persécution. On verra aussi tout à l'heure que s'il a survécu à ces années de persécution, c'est pour d'autres raisons, et notamment la destruction de la ville de Dresde. Mais voilà, c'est le mariage mixte qui va lui permettre de vivre en Allemagne sous le nazisme jusqu'au bout. Et c'est sa femme, c'est en hommage à sa femme qui va publier en 1947 aussi le LTI. Absolument, parce en précisant justement que ça c'est du vrai héroïsme. Absolument, sa femme va jouer un rôle absolument décisif. C'est elle qui le sauve, véritablement. Et c'est elle qui va lui insuffler l'espèce de courage et de force vitale nécessaire pour mener à bien ce travail tout à fait improbable, au fond. Et c'est sans doute le moment d'évoquer ce travail. Donc, en 1933, au moment où les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, Klemperer a une petite 50aine d'années. C'est quelqu'un qui d'ailleurs n'est pas en très bonne santé. Il a des problèmes cardiaques. Il vient d'acheter une maison, une petite maison d'ailleurs, modeste, avec son épouse à Dresde même. Il enseigne, comme vous l'avez dit, à l'université de Dresde. C'est un romaniste. Il enseigne les langues romanes, le français tout particulièrement. C'est ce qu'on appelle un philologue. On parle aujourd'hui de linguiste. C'est un universitaire juif et donc très logiquement, à l'arrivée des nazis au pouvoir, il va être mis à pied dans les mois qui suivent le printemps 1933. Est-ce qu'il n'a pas eu l'idée d'aller en exil ? Alors, il a eu l'idée plus tard. C'est à la fin des années 30 et au début des années 40 que la question de l'exil va se poser sérieusement. Mais il ne donnera pas suite. L'un de ses frères est aux États-Unis. Il y a une correspondance très suivie avec son frère parti en Amérique à ce sujet. Mais les problèmes de santé que j'ai évoqués, le fait que les Klemperer n'ont pas beaucoup d'argent,
le fait que l'Amérique, pour lui, représente un univers vaguement menaçant, enfin improbable. Et la France, il y avait quand même pas mal de gens, comme on le sait ici à Marseille, qui ont choisi la France comme premier lieu d'exil. Comme premier lieu d'exil. Et en 1933, il y a quand même... La question de la destination en France se posait en 1933. Mais quand Klemperer se pose la question de l'exil, il se la pose en 1939-1940 et la France n'est plus une option. Parce que normalement, un grand problème pour l'exil, c'est quand même la langue. C'est la langue. Pour un francophone, donc c'est quand même étonnant qu'il n'a pas eu cette idée-là. En 1939-1940, il savait très bien que ce n'était plus une option. Je pose cette question parce que si on lit les journaux de Klemperer, on a quand même le sentiment qu'il sait exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'a aucune illusion, il n'a aucune... Tout à fait. Espoir que les choses peuvent, d'une certaine manière, se développer bien pour lui. Donc pour lui, si je me trompe bien, si je me trompe pas, donc vous pouvez me corriger. J'ai le sentiment que c'est vraiment... il a déjà tout vu, donc pourquoi pas cette idée de partir? Il y a la fatigue physique, la fatigue morale, l'absence de moyens financiers, l'obstacle de la langue. Il ne se voit, comme d'ailleurs beaucoup d'autres intellectuels allemands, il ne se voit pas du tout se mettre à apprendre la langue anglaise. Ça lui semble un obstacle insurmontable. Et puis, il y a aussi le fait que même si les universités américaines étaient très friandes d'intellectuels allemands, et même si elles pouvaient en accueillir un certain nombre, ça n'allait pas tout à fait de soi non plus, c'était pas si facile. Et puis, il faut s'imaginer tout ce que cela impliquait au début des années 40 de traverser la France, traverser l'Espagne, déjà trop traverser tard le aussi. Portugal. C'était trop tard, en fait. Non, mais ça, c'était... Mais le fait est que dès 1933, je dirais plutôt dès 1935, Klemperer, au fond, il est absolument convaincu de ne pas survivre. Il est vraiment certain de n'en pas réchapper. Et je dirais que c'est cette conviction même qui est à la base des journaux, parce que il va envisager ces journaux comme un moyen de témoigner. Et s'il veut témoigner, c'est tout simplement parce qu'il est certain d'être liquidé. J'ai juste une question, parce qu'il a toujours écrit des journaux. Oui. Et est-ce qu'il y a un changement en 1933 ? Tout à fait, c'est une très bonne question. Klemperer a toujours été ce qu'on appelle un grand diariste, quelqu'un qui écrit des journaux intimes dès l'adolescence, en fait. Et donc le fait de débuter ces journaux en 1933, c'est la continuation, la poursuite d'une pratique qui lui est très familière. Sauf que, effectivement, les journaux qu'il va commencer à écrire en 1933 sont d'un genre très particulier, parce qu'on va y retrouver la veine intime du journal traditionnel tel qu'il le pratiquait jusqu'alors, mais les journaux vont lui servir à autre chose aussi. C'est-à-dire qu'il va, dès le printemps 1933, se mettre à écouter de façon très très pragmatique, très simple. Il va se mettre à écouter les conversations dans la rue, dans les commerces, dans le tramway, dans le bus. Il écoute les conversations, il lit la presse et il note. Voilà. L'activité principale de Klemperer à partir du printemps 1933, c'est celle-là, et c'est ce qu'il va faire jusqu'en 1945. Écouter, lire, noter. Et donc les journaux, et c'est là où les journaux sont un objet tout à fait fascinant et tout à fait exceptionnel, vont accueillir à la fois des réflexions intimes,
des réflexions relevant de l'analyse politique, puisqu'il va aussi étudier très exactement l'évolution de l'Allemagne et de l'Europe à partir de cette date, et une sorte de chantier à ciel ouvert qui va lui permettre d'étudier un phénomène unique, je pense. C'est un phénomène tout à fait historiquement unique, en tout cas de par les proportions qu'il va adopter. C'est comment une phraséologie, un langage idéologique forgé de toutes pièces, en l'occurrence la phraséologie nazie, va commencer à vampiriser totalement, à ventriloquer les Allemands, en venant progressivement recouvrir la langue allemande jusqu'à la pervertir presque entièrement. La grande intuition de Klemperer, dès l'année 1933, c'est celle-là. Il écoute les gens et il se dit que quelque chose est en train de se passer, et que ce qui est en train de se passer, c'est que la langue allemande est en train d'être assassinée par cette phraséologie idéologique. Et c'est assez intéressant aussi parce que comme il est juif, il est de plus en plus privé aussi d'accès aux livres, d'accès à la bibliothèque par exemple, mais même ses propres livres. Voilà. Et donc il passe de lire à l'écoute, c'est-à-dire qu'il y a aussi un changement de mode. Absolument, tout à fait. Et ce qui est très fascinant dans les journaux, c'est qu'au fond, les journaux, c'est un processus, c'est la restitution d'un processus d'étranglement. C'est d'un processus d'étranglement et d'amenuisement de la vie, puisqu'il y a d'abord la mise à la retraite anticipée. Ça commence par des vexations plus ou moins graves et qui nuisent plus ou moins gravement au quotidien, comme le téléphone qu'on coupe, par exemple. Et bien évidemment, au fil des mois et des années, ça va prendre des proportions complètement délirantes. Enfin, les Juifs se voient interdire d'acheter des vêtements, des chaussures, y compris des chaussures pour les enfants, etc. Enfin, on sait ensuite ce qui va se produire. L'accumulation de vexations et de mesures répressives n'est que le prélude à l'assassinat de masse. Et ça, il le sait, il le voit tout de suite. Et donc, on assiste à... Ce qui est très impressionnant dans les journaux, c'est qu'on assiste à un double mouvement, en fait. Il y a ce mouvement d'étranglement de la vie, et dans le même temps, la puissance intellectuelle de Klemperer qui ne fait que s'aiguiser. C'est-à-dire que plus la vie devient intenable et insupportable, plus sa capacité d'observation et d'analyse devient redoutable, en fait. Ça, c'est ce qui est fascinant. Alors peut-être le moment est-il venu de laisser la parole à Cantor Bourdeau qui va lire un premier extrait des journaux, un extrait qui je crois est très éclairant sur la manière de procéder de Klemperer. Mais la langue du Troisième Reich, elle est constamment autour de moi. Elle ne me quitte pas un instant quand je lis le journal, en mangeant, dans le tramway. C'est avec elle que je vis. C'est pour elle que je collectionne et que je conserve sans plan préconçu toutes les données qui passent par hasard à ma portée. Le matin, au réveil, il me vient à l'esprit, hier, le monsieur à côté de moi avait dit « À partir de leur langage, déterminer leur esprit. Il faut que ça devienne le mandat d'arrêt le plus général, le plus indubitable et le plus ample. » C'est ainsi que, sur mes vieux jours, j'ai tout de même fini par devenir philologue. Toutes les expressions que j'ai réunies jusqu'à présent, et que j'ai d'ailleurs
aussi toujours essayer d'interpréter, ne viennent que de la presse et de la langue du quotidien. Elles se trouvent dispersées dans mon journal, elles me rappellent mes soldats de papier. Et là non plus, je ne sais plus très bien à quel moment j'ai commencé ma collection, ni quand j'ai conçu le projet d'en faire un jour un livre. Je ne vais pouvoir véritablement commencer ce travail que lorsque j'aurai étudié les auteurs essentiels du mouvement, du parti, dans leurs publications. Et je ne pourrai le faire sans nauser que lorsque j'aurai survécu à toutes ces choses, que lorsque je n'aurai plus à examiner des tortionnaires à l'œuvre, mais à disséquer leur cerveau. En attendant, je continue de moissonner, de mettre chaque jour qu'il m'est donné de vivre en relation avec ce livre à venir. Là, on voit très bien qu'il écoute, il note, mais il s'intéresse aussi aux dignitaires nazis, à leur phraséologie, à la manière dont le régime fonctionne. Donc il y a aussi la dimension analytique qui est très présente. Mais la façon comment il procède reste assez systématique. Il n'a pas développé une sorte de principe, modèle, méthode pour justement structurer cette analyse. Il n'a pas de système. Il n'a pas de grille de lecture. C'est quelqu'un qui vraiment prend garde de ne pas plaquer sur le réel une grille de lecture, une grille d'analyse. Il essaye d'être le plus... À un moment donné, il cite une phrase de Machiavel, une expression de Machiavel sur la vérité effective de la chose. C'est la vérité effective de la chose qui l'intéresse. Pour ne prendre qu'un exemple, l'une des choses qui le frappe le plus, c'est la manière dont la phraséologie nazie en vient même à contaminer des personnes qui sont aux antipodes du nazisme et qui ont même fui l'Allemagne. Par exemple, dès le printemps 1933, il entretient une correspondance avec des amis qui sont partis en Amérique du Sud, qui ont fui l'Allemagne, enfin qui évidemment n'ont absolument rien à voir avec le nazisme, qui avaient tout à craindre de lui, mais il s'aperçoit dans les lettres de ses amis, il découvre des locutions de ce qu'il va appeler très vite la LTI, c'est-à-dire LTI, c'est Lingua Tertii Imperii, c'est une locution latine, la langue du Troisième Reich, la langue du Troisième Empire. Il va baptiser cette phraséologie LTI, et donc il découvre dans ses lettres d'amis partis en Amérique du Sud des locutions de la LTI. Ce qu'il répète aussi après la guerre pour les jeunes qui, par exemple, s'expriment contre le nazisme, qui sont contre justement, qui sont prêtes aussi à construire une nouvelle vie, mais qui restent contaminés d'une certaine manière de ce langage. C'est ça, tout à fait. La démarche de Klemperer, c'est une démarche très, très, je dirais, humble, modeste. Et d'ailleurs, il ne se met absolument pas, il ne se situe absolument pas au-dessus du lot. Il est même le premier à reconnaître qu'à certains moments, lui aussi, touché. C'est ça. D'ailleurs, il utilise une métaphore maritime pour évoquer cela. À un moment donné, il dit « J'étais dans le même navire que tous les autres. J'étais persuadé que j'allais pouvoir prendre mon petit déjeuner, mais comme tous les autres, je me suis précipité au bastingage, sous-entendu pour aller vomir. Mais voilà, moi aussi, j'ai été pris par ce mal de mer. » Mais une conviction va se faire jour relativement vite. C'est la conviction
que, au fond, la vérité est une fonction du langage. C'est-à-dire que la langue, y compris lorsqu'on lui porte atteinte de la plus grave des façons, et peut-être même lorsqu'on lui porte atteinte de la plus grave des façons, dit quelque chose sur ceux qui la parlent, sur ses locuteurs. « 31 mars, mardi. LTI. La langue est un révélateur. Il arrive que l'on veuille dissimuler la vérité derrière un flot de paroles, mais la langue ne ment pas. Il arrive que l'on veuille dire la vérité, mais la langue est plus vraie que celui qui la parle. Contre la vérité de la langue, il n'y a pas de remède. Les médecins qui font de la recherche peuvent lutter contre une maladie sitôt qu'ils en ont reconnu la nature. Les philologues et les poètes reconnaissent la nature de la langue, mais ils ne peuvent empêcher la langue de dire la vérité. Terminer les annotations sur l'histoire des Juifs en Allemagne, d'Ellbogen. Nous échangeons des tickets de margarine contre du pain. Nous nous maintenons à flot en mendiant. Nous avons fait la connaissance chez Ida Kreidel d'une porteuse d'étoiles aux cheveux gris, la marraine de Paul, Frau Fleischer. Elle a apparemment cédé sa maison de la Bernhardstrasse à son gendre arien pour ne pas la perdre. Elle a promis de nous aider. Eva est revenue de chez elle, le pied défaillant et chargé comme une mule. Au moins 20 livres de pommes de terre, un bocal de haricots verts et des tickets pour 4 livres de pain. Le pied d'Eva défaille chaque jour. Je ne peux lui épargner les trajets et les charges. Un propos de Goebbels dans le Reich semble circuler partout. Nous avons été contraints de réduire les rations. Bien que le moment ne soit pas propice, nous y avons été contraints. Nous menaçons de peines sévères, de peines de mort, tout marché noir. Ces tout derniers jours, nous menaçons de camps de concentration tous les voyageurs qui ne se déplacent que pour leur plaisir. En toutes circonstances, aujourd'hui, menace de peines disproportionnées, absurdité des peines démesurées. Et donc, il va poursuivre l'écriture de ce journal jusqu'en 1945. Et c'est, je dirais, une entreprise, une gigantesque entreprise de ventriloquisation qu'il va cartographier. Et donc, en 1946, il va se mettre à rédiger le LTI. Voilà. Donc, qui est à la fois... c'est pas forcément son journal comprimé, c'est quand même... C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. C'est un autre format aussi, un tout autre genre. Oui, absolument. Quelques mots peut-être sur la fin de la guerre, pour comprendre Absolument. Le sort des Klemperer est à peu près scellé quand Dresde est rasé par l'aviation alliée. Ils étaient sur les listes des derniers juifs de Dresde destinés au camp de la mort. Donc ils sont sauvés in extremis par les bombardements alliés qui vont quasiment raser la ville de Dresde, enfin presque entièrement. Et comme des centaines de milliers d'Allemands, ils vont se retrouver sur les routes dans les semaines qui précèdent la capitulation, alors que les armées soviétiques et les armées alliées avancent des deux côtés, à l'est comme à l'ouest. Et Klemperer, à ce moment-là, va faire un constat qui est totalement fascinant et qui, je trouve, résume absolument son propos. Alors que
une grande partie de la population allemande est sur les routes, il a cette phrase qui conclut cette période en parlant donc de ses compatriotes, tous pestaient contre le régime nazi, mais tous le faisaient dans la phraséologie nazie. Et ça, c'est un constat qui, je trouve d'abord, est très éclairant sur sa lucidité permanente et qui résume très bien la logique de mise au pas de l'ensemble de la population allemande par le régime nazi. C'est-à-dire que mise au pas à travers le langage. C'est-à-dire que à partir du moment où ce langage s'immisçait dans les esprits, à partir du moment, un langage qui, pour le dire vite, était fait à la fois je dirais, les trois grandes composantes, c'était la biologisation raciste, la mythisation, puisqu'on crée des mythes, et la technicisation, parce que c'était un langage qui empruntait énormément à la mécanique et qui avait pour objectif je dirais, mécaniser l'être humain. Et il montre de façon extrêmement précise et convaincante qu'à partir du moment où ce langage s'immisçait dans les esprits, jusqu'à gommer toute notion de liberté de pensée et de libre arbitre, la mise au pas était presque achevée. Voilà. Et donc c'est la langue confisquée. C'est pas. Alors là, c'est pour moi aussi une question. On peut aussi imaginer la langue volée, la langue transformée, plus neutre, la langue empoisonnée. Oui, la langue empoisonnée, on pourrait parler de langue empoisonnée. Il a choisi lui-même cette image, justement, d'être empoisonné d'une manière qu'on ne se rend pas compte. Donc, il a cette conscience aussi. Absolument. De ce danger qu'on n'est pas capable de saisir aussi les changements, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Lorsque la langue a été totalement, je dirais, arasée par la phraséologie nazie, on se retrouve privé de tous les instruments susceptibles d'aller à rebours de cette logique. Et donc, pour en revenir à votre invitation à évoquer LTI, les Klemperer, à l'issue donc de la capitulation de l'Allemagne, vont retrouver Dresde. Ils retrouvent leur petite maison qui, par miracle, a été laissée à peu près intacte par les bombardements. Et Klemperer, comme vous l'avez dit, va se lancer dans l'écriture de cet essai, désormais très célèbre, LTI, qu'il va écrire en s'appuyant sur les journaux, c'est-à-dire sur cette masse, sur ce matériau absolument énorme qu'il a accumulé entre 1933 et 1945. C'est en s'appuyant sur les journaux, à partir de ce matériau, qu'il va rédiger, qu'il va écrire cet essai assez vite, entre 1945 et 1946, dans une forme de frénésie inquiète, parce qu'il voit bien que les anciens nazis vont pour beaucoup retrouver leur poste, ne vont pas être écartés des lieux de pouvoir, et parce qu'il assiste aussi à l'arrivée à Dresde des armées soviétiques. Et il va découvrir
atterré, que la phraséologie stalinienne n'a pas grand-chose à envier à la phraséologie nazie, et pourtant, il va faire le choix il va parier sur le régime de l'Est. Donc il devient communiste. Sans aucune illusion, mais par effroi devant et c'est une intuition qui va se révéler exacte, par effroi devant l'incapacité de l'Ouest à écarter les nazis des lieux de pouvoir. C'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas le supporter, mais je crois que son choix est aussi dicté par... Mais est-ce que c'était en 1945 déjà visible? Parce que cette Entnazifizierung, la dénazification, la épuration, ou je ne sais pas quoi, a eu lieu évidemment à l'Est, mais aussi à l'Ouest. Oui, mais... Au début. Je veux dire... mais c'est là encore la grande lucidité. 45, c'est la grande lucidité de Klemperer. Il devine que tout cela ne sera pas mené comme il le souhaiterait. Et pour en revenir à la question religieuse, qui je crois est importante, le choix qu'il fait à ce moment-là est, me semble-t-il, aussi lié à la question de son identité personnelle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a tiré un trait sur l'Allemagne, il ne se considère plus comme allemand. Pour lui, c'est le pays des assassins. Donc c'est quelqu'un qui a perdu son identité allemande alors qu'il était, ça je ne l'ai pas dit, mais un fou amoureux de la culture allemande. C'est quelqu'un qui se sentait, dans les années 20 et jusqu'au début des années 30, profondément allemand. En 1945, c'est fini. Et c'est quelqu'un qui ne s'est jamais véritablement considéré comme un juif. Et les 12 années de persécution, de ce point de vue, n'ont rien changé à cela. Son rapport à la religion est toujours aussi distendu. Donc en 1945, c'est au fond une personne qui est dénuée de toute identité personnelle. Et je crois que l'adhésion à ce qu'on pourrait appeler, disons, l'internationalisme communiste, pour le dire vite, va jouer... C'est une forme d'identité de substitution qui voilà. Et est-ce qu'il a eu des rapports, des relations avec la France? Évidemment, c'était difficile à cause de la guerre froide, etc. Mais est-ce qu'il y avait quand même des tentatives? Parce qu'il y avait, il faut le dire, pas mal des relations quand même entre la RDA et aussi les communistes français. Oui, donc il y avait quand même des possibilités. Donc qu'est-ce qu'il a fait en tant que romaniste, en tant que spécialiste de la littérature française? Aussi peu que dans les années 20, en fait. Ouais, très peu. Il va donc se lancer dans l'écriture de LTI qui a une forme de concentré de ses réflexions des années de persécution, mais qui est aussi un moyen pour lui de poursuivre une réflexion qu'il avait dû interrompre en 42-43 parce que le quotidien était devenu absolument intenable. En 42-43, s'il continue à tenir ses journaux, il a tout de même beaucoup de difficultés à ce moment-là à mener une réflexion de fond, parce que c'est le moment où la persécution va atteindre son paroxysme et la mort est partout. Et donc LTI est un moyen pour lui, je crois, avant tout, de souligner... Voilà. Et de poursuivre la réflexion interrompue en 42-43 et de souligner un point essentiel qui est, je crois, la dimension performative de la langue nazie. C'est-à-dire le fait que cette langue était une langue de croyance, profondément, mais une langue
qui était destiné à croire et faire croire, mais pour faire et faire faire. D'où le terme de performative. Et quels sont les aspects, d'après vous, qui sont les plus intéressants, peut-être aussi pour aujourd'hui, si vous regardez l'analyse de Klemperer? Quels sont les... Parce que vous avez dit qu'il a fait une analyse exceptionnelle, justement, de cette transformation de langage. Mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut, après, aussi voir ou... Alors, naturellement, mais avant de répondre à votre question, je vais laisser la parole à Cantor Bourdeau qui va nous lire des passages de LTI, à mon sens, très révélateurs de la manière de Klemperer. Même si j'avais l'intention, ce qui n'est pas le cas, de publier l'intégralité de mon journal de cette époque avec tous ces événements quotidiens, je lui donnerais ce sigle pour titre, LTI. On pourrait le prendre métaphoriquement, car tout comme il est courant de parler de la physionomie d'une époque, d'un pays, de même on désigne l'esprit d'un temps par sa langue. Le Troisième Reich parle avec une effroyable homogénéité à travers toutes ses manifestations et à travers l'héritage qu'il nous laisse, à travers l'ostentation démesurée de ses édifices pompeux, à travers ses ruines et à travers le type de ses soldats, des SA et des SS qu'il fixait comme des figures idéales sur des affiches toujours différentes mais toujours semblables, à travers ses autoroutes et ses fosses communes. Tout cela est la langue du Troisième Reich et c'est de tout cela, naturellement, qu'il est aussi question dans ces pages. Mais lorsqu'on a exercé une profession pendant des décennies et qu'on l'a exercée avec plaisir, on est finalement plus imprégné par elle que par tout le reste. Et c'est donc littéralement et au sens proprement philologique à la langue du Troisième Reich que je m'accrochais le plus fermement. Et c'est elle qui constituait mon balancier pour surmonter le vide des 10 heures d'usine, l'horreur des perquisitions, des arrestations, des mauvais traitements, etc. On cite toujours cette phrase de Talleyrand selon laquelle la langue serait là pour dissimuler les pensées du diplomate ou de tout homme rusé et douteux en général. Mais c'est exactement le contraire qui est vrai. Ce que quelqu'un veut délibérément dissimuler aux autres ou à soi-même, et aussi ce qu'il porte en lui inconsciemment, la langue le met au jour. Elle est sans doute aussi le sens de la sentence « le style, c'est l'homme ». Les déclarations d'un homme auront beau être mensongères, le style de son langage met son être à nu. Quel fut le moyen de propagande le plus puissant de l'hitlérisme? Était-ce les discours isolés de Hitler et de Goebbels, leurs déclarations à tel ou tel sujet, leurs propos haineux sur le judaïsme, sur le bolchevisme? Non, incontestablement. Car beaucoup de choses demeuraient incomprises par la masse ou l'ennuyaient du fait de leur éternelle répétition. Mais combien de fois, dans les restaurants du temps où, sans étoiles, j'avais encore le droit d'y entrer, combien de fois à l'usine, pendant l'alerte aérienne, alors que les Ariens avaient leur salle à eux et les Juifs aussi, et c'était dans la pièce arienne que se trouvait la radio et le chauffage et la nourriture. Combien de fois n'ai-je pas entendu le bruit des cartes à jouer qui claquaient sur la table et les conversations à voix haute au sujet des rations de viande et de tabac et sur le cinéma, tandis que le Führer ou l'un de ses paladins tenait de prolixes discours. Et après, on lisait dans les journaux que le peuple tout entier les avait écoutés attentivement. Non, l'effet le plus puissant ne fut pas produit par des discours isolés, ni par des articles ou des tracts, ni par des affiches ou des drapeaux. Il ne fut obtenu par rien de ce qu'on était forcé d'enregistrer par la pensée ou la perception. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. On a coutume de prendre ce distique de Schiller qui parle de la langue cultivée qui poétise et pense à ta place, dans un sens purement esthétique et pour ainsi dire anodin. Un vers réussi dans une langue cultivée.
ne prouve en rien la force poétique de celui qui l'a trouvé. Il n'est pas si difficile, dans une langue éminemment cultivée, de se donner l'air d'un poète et d'un penseur. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Et qu'arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d'éléments toxiques, ou si l'on en a fait le vecteur de substances toxiques? Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Si quelqu'un, au lieu d'héroïque et vertueux, dit pendant assez longtemps « fanatique », il finira par croire vraiment qu'un fanatique est un héros vertueux, et que sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. Les vocables fanatique et fanatisme n'ont pas été inventés par le Troisième Reich. Il n'a fait qu'en modifier la valeur et les a employés plus fréquemment en un jour que d'autres époques en des années. Le Troisième Reich n'a forgé de son propre cru qu'un très petit nombre des mots de sa langue, et peut-être même vraisemblablement aucun. La langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers, et pour le reste emprunte la plupart du temps aux Allemands d'avant Hitler, mais elle change la valeur des mots et leur fréquence. Elle transforme en bien général ce qui jadis appartenait à un seul individu ou à un groupuscule. Elle réquisitionne pour le parti ce qui jadis était le bien général. Et ce faisant, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison. Elle assujettit la langue à son terrible système. Elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret. Mettre en évidence le poison de la LTI et mettre en garde contre lui, je crois que c'est plus que du simple pédantisme. Lorsqu'aux yeux des juifs orthodoxes, un ustensile de cuisine est devenu cultuellement impur, ils le nettoient en l'enfouissant dans la terre. On devrait mettre beaucoup de mots en usage chez les nazis pour longtemps, et certains pour toujours, dans la fosse commune. Oui, il y a une idée qui est fondamentale dans LTI, c'est que ce n'était pas forcément les slogans ou le recours aux superlatifs qui se révélaient le plus efficace. Ce n'étaient pas forcément les mots les plus assénés avec le plus de violence qui se révélaient les plus toxiques. Ce qui se révélait le plus toxique, c'était le recours à des mots banals, présents dans la langue allemande de très longue date, mais que la phraséologie nazie retournait comme un gant. Des laudatifs qui devenaient des péjoratifs, ou des péjoratifs qui devenaient des laudatifs. C'est assez fréquent. Oui. Et il y a chez Klemperer une dimension historique aussi. Il emprunte à la démarche historique puisqu'il s'intéresse au glissement sémantique et il essaye de déterminer les moments où se produisent ces glissements sémantiques. Et il lui arrive très régulièrement de découvrir d'ailleurs que des glissements sémantiques utilisés par les nazis ont pu se produire avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, et parfois même dès le XIXe siècle, sous le régime de Bismarck, par exemple. Absolument. Mais il a écrit ce livre donc en 1946, publié en 1947. Il a eu toutes ses réflexions pendant la guerre, pendant déjà le temps avant aussi la guerre. Et il arrive à ce livre et je me pose la question, est-ce que pour vous c'est un livre d'espoir ou est-ce que c'est un livre de désespoir? Ah non, c'est pas un livre désespéré parce qu'il... Non, c'est pas du tout un livre désespéré puisque précisément il nous permet de comprendre que la vérité est fonction du langage. Et c'est un livre qui a plutôt foi en les pouvoirs de la langue et aussi en la capacité de la langue à se remettre
des outrages qui peuvent lui être infligés. Mais lui, en tant que spécialiste et admirateur des Lumières, justement de la littérature française du XVIIIe siècle, est-ce que c'est pas, comment on peut dire, est-ce que c'est pas un échec total de la réflexion aussi d'arriver à quand même 12 ans que les nazis sont capables justement de tout détruire de cette manière? Est-ce que c'est pas aussi... Vous voulez dire l'idée de la destruction d'une civilisation par la langue. Par la langue, oui. Évidemment que oui, c'était la destruction de la civilisation, ça c'était une chose, mais si on regarde là ce livre, c'est encore pire parce que on a le sentiment c'est vraiment c'est la base de tout qui était détruite et donc où est l'espoir? Pour moi, c'est quand même aussi très difficile de lire ce livre parce qu'il est aussi très cruel aussi. Absolument, oui. Mais Klemperer est aussi quelqu'un qui s'efforce de remonter aux racines du mal. J'en reviens à sa démarche historique. LTI est aussi un ouvrage qui s'efforce de montrer que le nazisme n'a pas été une aberration historique, mais le produit d'une histoire, d'une culture. Et c'est un livre qui montre même que le nazisme, d'une certaine manière, est une culture à part entière, avec ses codes, ses idéaux, ses rituels. Mais pour moi, pour en revenir à cette idée ce n'est pas du tout un livre désespéré. Et d'ailleurs, le dernier passage que Cantor Bourdeau va lire en témoigne, me semble-t-il. Il y est beaucoup question de certains traits caractéristiques de la LTI, mais on retrouve là encore une démarche caractéristique qui, me semble-t-il, n'est pas désespérée. Parmi les paysans de l'Unterbernbach, je trouvais de grandes différences morales et notais le repentir au cœur. Ne dis plus jamais le paysan ou le paysan bavarois, n'oublie jamais qu'on a dit le polonais, le juif. Le chef local des paysans, qui était depuis longtemps revenu de son amour pour le parti, mais n'avait pu quitter son poste, ressemblait très exactement, dans sa serviabilité et sa bienfaisance perpétuelle envers chaque réfugié, qu'il fût en civil ou en uniforme, à un modèle de bonté, tel que le curé l'avait dépeint dans son sermon dominical. Et de l'autre côté, il y avait le type chez lequel nous avions été placés pour la première nuit et qui nous refusa l'eau pour nous laver. Il nous dit que la pompe de l'étable était cassée, ce qui se révéla un mensonge par la suite, et que nous devions faire en sorte de nous tirer rapidement. Et entre ces deux extrêmes, tant de nuances. Nos logeurs, par exemple, plus proches du mauvais que du bon. Mais dans l'emploi de la LTI, c'était pour tout le monde pareil. Tous pestaient contre le nazisme et le faisaient dans sa rhétorique. Plein d'espoir ou désespérés, sérieux ou railleurs, tous parlaient du tournant. Chacun soutenait fanatiquement quelque chose, etc. Et naturellement, tous discutaient le dernier appel du Führer au front de l'Est et citaient les innombrables unités nouvelles et les bolcheviks qui ont assassiné vos vieillards et vos enfants, ont rabaissé vos femmes et vos filles au rang de putains de casernes, le reste est en marche pour la Sibérie. Non, bien que j'ai vécu en ces derniers jours de guerre et par la suite lors du retour au pays de multiples expériences, vécu vraiment et pas seulement dans l'acception mensongère du régime hitlérien pour la LTI, je ne trouvais plus rien à ajouter et nulle part rien qui s'écartât de ce que, dans l'espace étroit de notre calvaire, j'avais si longtemps étudié. Elle a réellement été totale. Elle a, dans une parfaite uniformité, englobé et contaminé toute sa grande Allemagne. Alors,
La question qui se pose, donc tout d'abord, j'aimerais aussi ouvrir la discussion pour le public là, mais peut-être une dernière question de ma part. Donc, quelles sont les leçons qu'on peut apprendre de cette analyse? Vous avez bien consacré aussi une partie à la situation actuelle. Donc, quels sont vos sentiments par rapport à cette relation ou cette actualité de Klempara? Oui. Je commencerai par une distinction pour éviter quelques malentendus à ce propos. Une distinction que fait le linguiste Pierre Ancrevet, que je cite au début du livre. Pierre Ancrevet distingue la langue et la parole. Il montre bien que c'est deux choses qui sont très différentes. La langue, c'est un trésor commun. C'est un univers de signes collectifs auquel tout un chacun a accès plus ou moins bien. La parole, c'est très différent. La parole, c'est la manière dont le locuteur, dont tout un chacun, va faire usage de ce trésor commun, de cet univers collectif de signes qu'est la langue. Donc il y a toujours un équilibre très subtil entre la langue et la parole, très fragile, qui rend précisément le langage possible. Et pour en revenir à l'époque de Klemperer, c'est précisément cet équilibre-là qui a été réduit à néant par la LTI. Mais pour en revenir à notre époque présente, mon sentiment est que la langue subit des atteintes très nombreuses, mais très variées, et qui ont peu à voir avec les atteintes qui ont été infligées à la langue allemande dans les années 30. Donc, je ne trace pas de parallèle direct dans le livre entre les atteintes infligées à la langue allemande dans les années 30 et celles que la langue aujourd'hui subit. Par contre, ce dont je suis convaincu, effectivement, c'est que la démarche de Klemperer nous permet de façon extrêmement précieuse d'essayer de circonscrire les atteintes aujourd'hui portées à la langue, les atteintes contemporaines. Et là, je pense notamment à des logiques d'appauvrissement de la langue qui sont à l'œuvre à peu près partout et que tout un chacun peut constater ou deviner, dont tout un chacun peut avoir la préscience au quotidien. Il y a des logiques d'appauvrissement de la langue très très fortes, induites par, je dirais, le règne des logiques managériales, du management, la culture managériale, l'informatique. L'informatique imprègne énormément la langue au quotidien aujourd'hui, jusqu'à lui faire perdre son épaisseur. Et aussi la différence entre langue parlée et langue écrite, ce qui est quand même aussi essentiel pour la LTI et qu'on peut constater aussi, observer aussi aujourd'hui. Tout à fait. Il est évident que la langue sert à communiquer, c'est une de ses fonctions de base, mais la langue ne sert pas qu'à communiquer. La langue ne se résume pas à la communication. Le linguiste Roman Jacobson, par exemple, parlait de la fonction poétique du langage. La langue signifie aussi. Elle a une épaisseur. Les mots témoignent d'une histoire. Ils témoignent de la fréquentation du monde des locuteurs au fil des siècles. Et je crois effectivement qu'aujourd'hui, cette épaisseur-là de la langue, sa dimension signifiante, je préfère parler de dimension signifiante plutôt que de dimension poétique, sa dimension signifiante est progressivement altérée par
par les langages de la communication, de la technique. Et la démarche de Klemperer, qui est une démarche très, comme je l'ai dit tout à l'heure, très humble, très modeste, est un modèle à mon sens. Et voilà. Si vous avez des questions, je vous passe la parole. Bonsoir. À votre connaissance, est-ce qu'Orson Welles s'est inspiré de Victor Klemperer quand il a écrit 1984 avec la novlangue? C'est concomitant à peu près. George Orwell. George Orwell, je me suis trompé. George Orwell Oui. a écrit 1984. Est-ce qu'il s'est inspiré de Klemperer? Parce que les dates sont concomitantes à 2 ans près. Alors, il y a des points communs frappants entre la réflexion de Orwell et notamment l'appendice au roman 1984 et la pensée de Klemperer. Un écrivain polonais qui s'appelle Gustav Erling, que je cite dans le livre, s'est posé cette question. S'est demandé dans quelle mesure Orwell avait pu avoir connaissance de Klemperer et l'inverse aussi. Dans quelle mesure Klemperer aurait pu avoir connaissance du travail de Orwell. En fait, ni l'un ni l'autre n'ont eu connaissance de... Je crois que Orwell a, grâce à ses talents d'artiste, d'écrivain, a eu la préscience. Il y a eu l'expérience espagnole, évidemment, sur le front, au cours de la guerre d'Espagne, mais relativement brève. Et puis, les nombreuses lectures qu'il a faites au fil des années suivantes de la presse stalinienne. Mais Orwell n'a pas vécu dans sa chair comme Klemperer l'expérience totalitaire. Il l'a deviné, précisément en raison de son talent d'écrivain. Klemperer, comme j'espère l'avoir montré, l'a analysé au quotidien de la façon la plus pragmatique qui soit. Sans l'avoir deviné, il en a fait l'expérience. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il reste encore aujourd'hui quelque chose de la LTI dans la langue allemande, puisqu'il a été question de dénazification potentielle de la langue allemande, et Klemperer lui-même était assez lucide pour savoir que cette dénazification, en tout cas politique, elle aurait été plus difficile et que finalement elle ne s'est pas faite, puisqu'on a eu d'anciens nazis qui ont été au pouvoir en Allemagne dans les années qui ont suivi. Bon, je ne citerai pas d'exemple, mais du coup, est-ce que cette dénazification, elle est complète ou pas, et est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples, en fait, parce qu'il y a peu d'exemples qui ont été cités dans la langue allemande, peut-être. Voilà. J'ai le sentiment que l'allemand s'est remis de cette expérience-là, que ça lui a pris beaucoup de temps, mais que la langue allemande a fini par s'en remettre, il me semble. Il y a un pouvoir de... Je pense, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a chez Klemperer l'idée qu'il y a un pouvoir de promesse de la langue, que la langue peut se rétablir des outrages qui lui ont été infligés. Je pense que ça a pris du temps, mais c'est... Ça a duré très longtemps, que je pense qu'on peut toujours retrouver, bien entendu, des mots dans la langue allemande qui sont imprégnés de cette période, ça c'est clair. Ce que moi je pense qui est très important, c'est justement sensibiliser surtout les jeunes, les étudiants,
à cette question. Par exemple, je dis toujours, si on parle du Troisième Reich, il faut toujours il faut toujours mettre les guillemets parce que c'est du langage du national-socialisme. Voilà, donc parce que c'est un concept, c'est pas du tout seulement un mot ou quelque chose qui décrit une certaine période de l'histoire allemande. C'est un concept nazi. Et ce genre de choses, on trouve toujours, ça c'est clair, mais on ne peut pas tout éviter, on peut pas... c'est très complexe, c'est très compliqué, c'est un petit peu la question pourquoi je me suis demandé, est-ce que il y a aussi un certain désespoir dans ce livre pour moi, parce que c'est un travail énorme, mais en même temps, maintenant je dirais aussi, c'est la sensibilisation à ce genre de questions qui est pour moi essentielle. À l'école, en famille, partout. C'est vraiment essentiel. C'est pas seulement une question à part quelque chose, oui, bon. Non, c'est essentiel pour moi. C'est pas marginal. C'est une question essentielle. Mais je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de locution nazie qui traîne encore, entre guillemets, dans la langue allemande contemporaine. Comme j'ai dit, Troisième Reich, par exemple... C'est un concept, je dirais, c'est pas... Excusez-moi, madame, j'ai pas compris pourquoi il fallait mettre des guillemets à Troisième Reich. Mais parce que... Non, c'est pas une... non, c'est la période du national-socialisme. Le Troisième Reich, il n'y a pas de Quatrième Reich, il n'y avait pas de Deuxième Reich. Le Troisième Reich, c'est un concept du national-socialisme, rien d'autre. On ne parle pas du tout en histoire du Troisième Reich. Si on le fait entre guillemets, justement, pour signaler qu'on emploie un concept nazi. Il y a d'autres exemples, mais ça c'est le plus connu, je pense. Et qui prouve bien qu'il y a des gens qui pensent que c'est l'époque et qui ne voient pas que c'est du langage nazi. Voilà. Alors, on a une autre question ici. C'est compréhensible. Je me mets juste parce que la question a été évoquée. Peut-être on peut revenir après à un ou deux exemples du livre même qu'on peut citer aussi pour partager ça avec le public qui n'a pas lu le livre. Mais d'abord, à vous. Je vous remercie. Bonsoir. Je voudrais, moi, revenir sur vos derniers mots, Monsieur Joly, à propos de la langue et de la parole. Et ce qui fait que ce livre et que Klemperer est terriblement, terriblement contemporain. Quand on utilise l'outil qui est la langue et qu'on l'habille de la parole avec une tonalité, une musicalité, un rythme, on peut avoir cet exemple-ci. Bonjour, vilain petit garçon, je vais te donner une correction. Si le petit garçon ne parle pas la langue, ce qu'il entend va l'inciter à venir vers vous et à recevoir une terrible correction. Si en revanche, on lui dit « Gentil petit garçon, viens que je te donne des bonbons », est-ce que vous croyez qu'il va s'approcher ? Eh bien non. Quand on entend et quand on lit Klemperer, on peut saisir à travers toute l'approche qu'il a eue, toute l'analyse, quasiment, c'est presque une dissection qu'il opère sur le langage. Quand on le lit, on est aujourd'hui dans des quantités de langue et de langage. Quand un certain emploie le mot « retribution », la rétribution, quand on l'entend en français, c'est une récompense. Quand on l'entend en anglais, c'est une punition. Quand on entend « pardon », ça n'a rien à voir avec le fait de pardonner. Donc, ce livre, presque on devrait tous l'avoir à notre chevet pour être vigilant, d'une très grande vigilance à tout ce qui se passe aujourd'hui.
Alors, il y avait une question là. Monsieur Joly, je voudrais d'abord vous remercier pour votre livre. Et on a beaucoup parlé de passeurs, de médiation. C'était peut-être pas Victor Klemperer, un médiateur entre la France et l'Allemagne, mais vous êtes un médiateur pour son œuvre. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié votre ouvrage. Je trouve que c'est une très belle introduction au travail de Klemperer. Et on voit bien que les réactions du public prouve que vous suscitez énormément de curiosité pour l'œuvre de Klemperer. Donc vraiment, merci beaucoup. Je voudrais faire 2 remarques. D'une part, revenir sur cette question de la dénazification, non pas le mot, mais le fait. Préciser quand même que Klemperer a choisi, vous l'avez dit, il a choisi de rester dans la partie de l'Allemagne où il y a eu une réelle épuration, une vraie dénazification, contrairement à la partie ouest où effectivement la dénazification s'est arrêtée très rapidement. Il a choisi volontairement, vous l'avez dit, avec pragmatisme, mais également, c'est un choix. Il a eu des offres, il aurait pu facilement avoir une position dans une université prestigieuse à l'ouest, il ne l'a pas fait. Et il y a une raison pour cela, c'est un choix également profond. Qui est en cohérence avec son travail sur la langue du Troisième Reich. Et une dernière remarque que je voudrais faire, et c'est en même temps une question, est-ce que vous ne pensez pas que le travail de Klemperer, on l'a vu avec toute sa fragilité et sa force, est d'une certaine façon complété par un autre travail, par une grande lectrice de LTI. Et je veux parler de Christa Wolf, à travers son travail Trame d'enfance, c'est son roman Kindheitsmuster, qui fait un travail, cette fois-ci non pas sur la langue, mais sur l'idéologie, sur la profondeur de la puissance idéologique à travers un retour, comme vous le savez, sur sa propre enfance et son propre parcours, mais de manière là aussi très précise, puisque Christa Wolf, c'est une écrivaine qui a utilisé le langage également dans toute sa précision, qui a cherché cette force de la précision du langage. Voilà, donc je voulais savoir si vous voyez également un lien. D'abord, merci pour vos commentaires. Il m'est arrivé de songer à Christa Wolf, dont par ailleurs je ne connais pas toute l'œuvre, et qui avait un rapport au régime de l'Allemagne de l'Est tout aussi ambivalent que celui de Klemperer. Je pense que Christa Wolf fait partie de ces grands écrivains des années 70-80 qui ont eu recours à la forme romanesque pour traiter de ces questions éminemment politiques, avec quelques autres. Je me suis efforcé dans la langue confisquée, vous l'avez vu, d'ailleurs de faire place à d'autres auteurs que Klemperer. J'aurais pu citer Christa Wolf, en effet. J'ai cité quelqu'un comme Leonardo Sciascia, l'écrivain sicilien, qui, par exemple, dans son ouvrage sur l'assassinat de Aldo Moro, a pratiqué une forme de philologie à la Klemperer. Christa Wolf fait partie des très rares à avoir inventé une forme littéraire et romanesque unique pour traiter de ces questions. Absolument, ouais. Bonsoir. Dans sa traduction de la LTI, Elisabeth Guillot écrit dans la note au lecteur, très précisément, très clairement, qu'elle ne veut pas utiliser des termes vichistes pour traduire les termes et les concepts nazis. Est-ce que vous, en tant que chercheur et surtout en tant que traducteur, c'est la question que je me pose, il aurait été utile d'utiliser des termes eux-mêmes connotés, eux-mêmes intoxiqués en français, pour faire passer en français à quel point la langue était imprégnée de cet arsenic? C'est un enjeu de traduction fondamental, et je pense qu'elle a eu raison.
parce que cela aurait été à l'origine, il me semble, de malentendus. Je pense que cela aurait été intégré dans un univers mental et idéologique ayant peu de choses à voir avec la France, des composantes françaises qui, à mon sens, auraient parasité la compréhension, l'aurait même hypothéqué. Donc je pense que les choix de traduction d'Elisabeth Guillot ont été les bons. Bonsoir, merci. J'avais une question concernant la réflexion de Marshall Rosenberg, qui est le psychologue fondateur de la communication non violente, qui insiste bien sur le fait que le langage est aussi un instrument de responsabilisation ou de déresponsabilisation et qui peut nous amener à avoir des comportements très différents avec autrui. Et il citait à ce moment-là, mais je ne suis pas du tout germaniste, un langage qui avait été inventé, mais j'avais pensé seulement pour les fonctionnaires et les soldats allemands, histoire de dire c'est les ordres, on ne se pose même plus de questions et on se sent déresponsabilisé pour faire des atrocités. Est-ce que c'est ça aussi la LTI ou c'est aller plus loin ? J'ai du mal à cerner parce que je n'ai pas de référent en germanique. Je ne sais pas exactement à quel type de langage faisait référence l'auteur que vous citez, hein, mais il s'agissait de la période des années 30, c'est ça ? Pour ce que j'en ai compris, c'était plus la période de la guerre. La période de la guerre. Écoutez, s'il était question des bureaucrates nazis durant la guerre, on peut supposer que ce langage administratif recoupait en bien des points la LTI. Il me faudrait plus d'éléments pour pouvoir répondre exactement à votre question. On peut supposer qu'il faisait référence à la LTI sans utiliser ce terme. Puisqu'évidemment, la LTI avait pour objet, naturellement aussi, de déculpabiliser les petites mains du régime. Alors, j'espère que mon français est assez bon. Ma question est de savoir si une telle analyse de la langue est possible aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus aujourd'hui un État totalitaire en France ou en Allemagne qui nous impose une langue, mais une société très pluraliste avec de nombreuses sous-cultures différentes qui développent leur propre langue. Et pourquoi l'analyse de Klemperer est-elle encore pertinente aujourd'hui ? Oui. Vous faites référence à ce qu'on pourrait appeler une forme de balkanisation de la langue, une multiplication de langages devenant toujours plus opaques les uns aux autres. C'est je pense, ce que vous voulez dire. Je pense que cette question-là fait partie des difficultés de notre rapport aujourd'hui à la langue. Et témoigne d'ailleurs de la grande diversité des atteintes qui peuvent lui être portées. C'est une des difficultés. Et quand vous parlez de sous-culture, je suppose que vous faites référence au fait que certains langages finissent par être totalement impénétrables à ceux qui ne le maîtrisent pas. Vous faites référence à des langages finalement à ce point spécialisés ou à ce point idiosyncrasiques qu'ils se ferment aux autres. C'est une des formes d'appauvrissement que, je crois, Klemperer permet d'analyser. Merci. Une petite question en regardant vers Laurence.
Il y a encore là, il y a 2 questions. Peut-être oui, après, parce que je pense, après, il va falloir peut-être encore... Donc, une question là et une question oui. De l'autre côté de la salle. Oui, bonjour, bonsoir. J'avais juste une question par rapport au fait, dans son livre, il dit « On désigne un temps par sa langue ». Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de... Si on arrête forcément le côté nazi de la langue allemande a pris, on a essayé de dénazifier, il n'y a pas un risque que toutes les langues deviennent des langues mortes, finalement, si on garde une langue, on garde le français du XVIIe ou du XVIIIe, il est très beau, il est magnifique, mais il n'est plus du tout celui qu'on parle aujourd'hui. L'allemand, c'est un peu pareil. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que la langue, parce qu'elle désigne un temps qui peut être mauvais, finalement, le temps actuel n'est certes meilleur que celui sous le Troisième Reich, mais il n'est pas non plus aussi beau. Enfin, moi, c'est vraiment le risque en tant que jeune que j'ai de me dire que la langue, elle doit s'arrêter. Merci. Non, ce n'est pas ce que veut dire Klemperer. Quand il dit que la langue dit la vérité sur son temps, ce qu'il veut dire, c'est que la langue dit la vérité sur l'usage que l'on fait d'elle à un moment bien précis. La langue dit elle-même la vérité sur les sévices qu'on lui inflige. Klemperer ne veut absolument pas dire ne veut absolument pas donner le portrait d'une langue qui serait figée. C'est pas du tout son... Pour lui, la langue, ça il le dit régulièrement dans les journaux notamment, la langue a sa vie propre. La langue, c'est une entité qui est en perpétuelle évolution, sur laquelle d'ailleurs on n'a absolument pas prise. Donc une langue, fondamentalement, évolue en permanence, n'est jamais figée. Jamais. Et en ce qui concerne, par exemple, aussi la question d'état de la langue allemande actuelle, en ce qui concerne justement son passé nazi, on peut quand même constater qu'actuellement, par exemple, il y a l'extrême droite qui reprend parfois aussi justement les expressions nazies. Et il faut le dire, évidemment, actuellement, les jeunes ne connaissent pas justement ce langage. Ils ne reconnaissent pas les mots. Donc, la langue est vivante, c'est une chose vivante, mais aussi toujours avec un certain danger aussi de retomber, d'être réutilisé, etc., etc. On voit ça actuellement, en tout cas. C'est pour cela, je pense que ce livre de M. Joly et aussi évidemment de Victor Klemperer est extrêmement important. Klemperer nous montre qu'il faut toujours nourrir un rapport très vivace à la langue que l'on parle. Ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il y a à la fois de la confiance par rapport à la langue, mais aussi une forme de vigilance. Il ne faut pas avoir un rapport passif à la langue que l'on parle. Et la question de la mémoire, là, est fondamentale. Il faut savoir comment la langue a pu être parlée à certaines époques. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est la force et le courage, effectivement, de cet homme qui a refusé de se laisser confisquer le langage et qui a utilisé la langue comme contrepoison à la langue, ce qui est quand même très fort, à un moment où d'autres écrivains choisissaient d'écrire en anglais ou dans une autre langue parce qu'ils considéraient que la langue allemande était tellement pervertie. Donc ça, je voulais aussi le souligner. Et puis faire écho aussi à un livre d'Éric Hazan, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est paru en 2017, je crois,
qui s'appelait LQR. Eric Hazan qui s'est inspiré de la démarche de Klemperer pour analyser la langue actuelle, la langue des médias, la langue de la communication, le langage néolibéral et le processus d'euphémisation qui est souvent à l'œuvre dans cette langue, dont nous ne sommes pas très conscients. Je trouve que c'est une invitation à rester toujours vigilant et à utiliser notre esprit critique, toujours dans cette tradition des Lumières, pour questionner en permanence avec l'outil que nous avons, qui est un outil formidable, la langue. Très bien. Je pense que c'est... C'est la dernière. Encore une dernière question. Oui, non, mais... Très bien. Donc, une dernière question. C'est une question concernant simplement le fait que j'ai pensé à Chapoutot, qui est un historien, qui nous a rappelé par son travail d'archives concernant les méthodes managériales, issus donc du nazisme et qui sont venus en France en particulier, chez Orange, avec des gens qui sont suicidés. Donc je me suis dit, est-ce que cette langue qu'il analyse, est-ce qu'il y a eu une méthodologie à l'heure actuelle qui pourrait s'exporter aussi bien dans les écoles de commerce, malheureusement, ou même dans d'autres empires, comme l'empire occidental, je ne sais pas moi, un bon Indien est un Indien mort, ou en Chine, je n'en connais pas, ou vous voyez, il y a, voilà, dans d'autres empires. Est-ce qu'il y a eu une exportation de cette méthode qu'il a mis en évidence? Pas que l'appauvrissement de la langue, justement. Oui, j'entends bien. C'est beaucoup plus subtil. Oui, tout à fait. Par rapport à l'ouvrage de Chapoutot, je suis très partagé. Moi, je me suis vraiment efforcé dans ce livre de ne pas établir de parallèle trop direct entre les atteintes qui ont été portées à la langue allemande dans les années 30 et celles qui sont portées aujourd'hui. Je crois qu'il faut utiliser la pensée de Klemperer comme un outil sur certains points. C'est, je dirais, la démarche pragmatique de Klemperer qui me paraît extraordinairement précieuse, beaucoup plus que les... Je crois qu'il faut se méfier, et Chapoutot n'est pas très prudent à certains moments, sur l'idée d'établir une sorte de continuum entre la culture nazie et la culture managériale contemporaine me semble à certains moments un raccourci très dangereux. Il faut toujours garder à l'esprit que la LTI a été conçue et propagée pour faciliter un processus d'extermination de masse, un holocauste. La culture managériale peut être à l'origine d'appauvrissement culturel et langagier vraiment très préoccupant. La culture néolibérale, je fais référence à ce que Madame a dit à propos de la démarche de Eric Hazan, peut être fondamentalement toxique, mais personnellement, je crois qu'il faut garder en permanence à l'esprit la différence profonde entre ce qu'ont pu être les totalitarismes du XXe siècle et ce qu'est aujourd'hui cette culture-là, qui peut être mortifère, comme l'épisode Orange l'a montré de façon, je dirais, paradigmatique. D'ailleurs, Klemperer a été cité par la présidente du tribunal qui a condamné le patron d'Orange. Donc, c'est pas par hasard. Mais il faut toujours, je crois, garder à l'esprit cette différence absolument fondamentale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et merci encore.
Un grand merci aussi à Cantor et à ta voix. Absolument, absolument. Et très bonne soirée à vous.